Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis avec... Benoît Tardy. Et... Clément Laberge. Et cette semaine, on fait un suivi des différentes courses à la chefferie. Il y a aussi évidemment le blocus autochtone qui révèle que le Canada tient rien qu'à un chemin de fer. Et Bernie Sanders sème l'émoi de l'élite américaine en promettant une meilleure qualité de vie aux électeurs. Bonjour tout le monde! Salut! Vous allez bien les boys? Absolument, un plaisir de revenir. Good. Merci d'être là comme toujours et on souhaite bienvenue à tous nos 15 000 nouveaux abonnés. Bonjour tout le monde, bienvenue. On va essayer de pas vous faire honte puis on va essayer de vous donner le goût de rester, de découvrir les engagés publics. Puis là, je fais évidemment référence à une certaine croissance qu'on a eue suite au partage de l'épisode de Nantel. Avez-vous un peu vu avez-vous vu ça les boys? Ben, quand même, on dirait que... Ça a pogné un petit peu. Pierre-Carl Stérien, côté de Nantel. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Nantel, il y a du torque. Puis on a embarqué sur le bandwagon, on a sauté dans son train un petit peu pendant quelques jours. C'était bien le fun. Alors, allez écouter ça. Avez-vous écouté l'entrevue, vous autres? Absolument. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Ouais. L'avez-vous découvert sous un autre jour? Non, moi, j'ai été frappé par, je vais appeler ça une belle candeur devant le défi dans lequel il s'engage. Oui, en effet. Et en plus de l'entrevue de Guy Nantel, on a celle de PSPP, de Godreau, qui sont toujours disponibles sur le balado. Donc, trouvez ça sur nos différentes plateformes et écoutez ça, partagez-les. Et sinon, on aura sûrement bientôt M. Bastien pour compléter le quatuor du côté du Parti québécois. Mais en attendant, messieurs, d'ici là, on pourrait passer au PQ et aussi à la course au PLQ. Au PLQ, il y a Dominique Anglade qui propose une charte des régions et aussi de rendre le Québec carboneutre pour 2050. Du côté de Cusson, c'était assez tranquille. Il a fallu que je fasse de la recherche, là, mais c'était surtout des dossiers locaux. On était dans des déclarations régionales. Donc, on comprendra qu'à peu près tous les candidats à la chefferie PQ et PLQ sont en tournée régionale en ce moment. Donc, pas grand-chose là, de national au niveau pour Cusson. Du côté du PQ, là, il y a eu plusieurs nouvelles dans l'actualité. Donc, évidemment, Guy Nantel, ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu, hein, les boys, ça fait qu'il y a un petit peu de rattrapage à faire. Là. Guy Nantel a confirmé qu'il se lançait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a plaidé pour la souveraineté de manière assez ouverte. Il s'assume là-dessus et il veut aussi l'établissement d'une nouvelle constitution pour assir des valeurs claires qui, pour lui, sont les assises et les lieux communs du Québec. Monsieur Enfield, qui peut-être allait se présenter, s'est rangé derrière Godreau, Sylvain Godreau. Du côté de PSPP, il a sorti plusieurs fois, dont avec un plan de match économique pour l'indépendance, une espèce de version 2.0 du budget de l'an 1 d'un gouvernement souverain qu'avait fait Legault à l'époque. Sinon aussi, il a proposé des mesures assez musclées pour défendre le français. Et en plus de ça, je pense que Ben a beaucoup aimé ça. Il a promis que s'il était un jour élu avec son gouvernement, il lancerait des États généraux avec toutes les nations autochtones et même prêt à concéder des territoires, ce qui est quand même quelque chose. De son côté, Frédéric Bastien a lancé sa campagne sur la défense de la loi 21 et pour aussi cesser de segmenter l'électorat, il cherche à réunir tout le monde. Et pour terminer, les boys, je pense que tout le monde a vu ce sondage léger où, chez les électeurs péquistes, on mettait Nantel devant à 38%, Godreau à 16%. Et c'est pas facile du côté du PLQ parce que, en fait, on peut le voir autrement. On peut dire que c'est cané, c'est fait du côté du PLQ. La victoire va à ne sais pas qui mène la course en ce moment à 68%. Et c'est même pas une joke. Dominique Anglade est seconde à 23%. Clément? Qu'est-ce que tu retiens des derniers mois chez les deux courses? Mais écoute, manque terrible d'intérêt pour la course au Parti libéral. C'était à se demander s'ils ont compris qu'il y a une course de lancer. Là. Au-delà du fait qu'il y a juste deux candidats, on sent pas vraiment de volonté de tirer profit de la... Et qui n'a pas compris? Tu penses que c'est les électeurs ou les
Je pense qu'un peu tout le monde. Moi, ça me donne l'impression que les libéraux, ils se sont dit qu'ils allaient passer à travers, puis qu'après ça, ils allaient continuer d'être patients puis attendre leur tour. Ouais. Moi aussi, je pense il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils n'ont pas l'air à vouloir tirer profit de la course pour soulever des enjeux, pour explorer des nouvelles pistes. Donc, tout reste assez imprécis. Ça, on l'entend à peine. Moi j'espérais beaucoup de son arrivée dans la course. J'avais trouvé plutôt intéressante certaines de ses actions comme maire de Drummondville puis à l'Union des municipalités du Québec. Mais là, il y a vraiment rien. Pourtant, il y a certains éléments qui sont intéressants. Là, l'idée d'une charte des régions ou d'une interprétation différente de certains programmes en fonction des régions, des réalités régionales, il y a quelque chose d'intéressant là, mais tu sais, François, si tu m'en avais pas parlé dans le cadre de la préparation de l'épisode, je pense que je l'aurais même pas vu passer. Donc, il a vraiment fallu que je fasse de la recherche là, pour trouver quelque chose sur lui. On n'est pas là dans quelque chose là, qui va naturellement, je pense, susciter de l'intérêt. Au PQ, comment dire, moi, l'optimisme, j'ai déjà dit, c'est un choix dans la vie. On choisit d'être optimiste. Fait que je choisis encore ce camp-là. J'ai le goût d'y croire. Mais ce qui me fatigue un peu, c'est de constater que, manifestement, au Parti québécois, tout le monde n'a pas encore compris que travailler avec la base traditionnelle des électeurs du PQ, puis des membres du PQ, puis des gens intéressés par le PQ depuis 10 ans, ça ne sera pas assez. Il n'y en a plus assez de monde de même. Il n'y en a pas assez pour gagner un référendum, puis il n'y en a plus assez pour gagner des élections. Fait que pour moi, je vous dis, si cette course-là n'est pas une occasion pour les candidats de nous expliquer comment ils vont aller chercher du monde en dehors du parti, on fait tout ça pour rien. Tu sais, je suis optimiste et résigné. Tu penses que les candidats actuels tablent et misent en ce moment à peu près uniquement sur ce qui est d'électeurs péquistes là, à l'heure où on se parle, là? En tout cas, moi, ce que j'observe, en tout cas, ce que je comprends des discours, c'est qu'actuellement, il y en a deux qui ont encore la capacité puis qui manifestent dans leur discours une volonté d'aller chercher au dehors. Ça veut pas dire qu'ils réussiront, mais je pense que Paul Saint-Pierre, par ses propositions, montre qu'il veut sortir des sentiers battus. Guy Nantel, par la nature de sa candidature, a le potentiel de le faire aussi. Malheureusement, quand j'observe, Frédéric Bastien et Sylvain Gaudreault m'ont l'air encore d'avoir une stratégie qui est basée essentiellement sur courtiser les électeurs traditionnels du PQ. J'ai pas perdu confiance que Sylvain Gaudreault puisse adopter un discours un peu plus ouvert, un peu plus porté sur aller chercher des nouvelles personnes, mais ça me semble pas pour le moment la tendance naturelle de son discours. Mais moi, je répète, si cette course-là n'a pas pour effet de donner au parti un chef qui va démontrer tous les jours une obsession pour aller chercher des nouveaux électeurs, on fait tout ça pour rien, autant mettre la clé dans la porte tout de suite. On devrait-tu mettre la clé dans la porte tout de suite? J'aimerais mieux que qu'on attende un peu. Écoute, le PLQ, moi je suis bien content. Le PQ, je suis bien content que Nantel soit là, je l'ai dit déjà. Moi, plus il va y avoir de monde qui vont vouloir être chef de ce parti-là, plus il va y avoir des points de vue différents, puis plus le monde va être obligé de se placer par rapport aux autres, puis vont être obligés de définir leur position plus clairement. Fait que moi, je pense que plus il y en a, plus c'est le fun. J'aurais aimé ça qu'Anne Phil y aille. C'est plate qu'il n'y aille pas. Juste sa position sur l'environnement aurait été certainement intéressante. Mais là, c'est cohérent qu'il y ait avec Gaudreault dans ce cas-là, qui en tout cas, c'est le principal élément de sa candidature, quasiment. Hein? Ouais. L'environnement. Là. Mais quand même, j'aurais aimmé ça, Hanfield direct, là, qui aurait forcé les autres à dire OK, là, ouais. Moi, mon argumentaire, il va comme suit. Vous autres, vous répondez quoi? Ça aurait été le fun, ça. Surtout en débat. Est-ce que tu es intéressé quand même aussi à PSPP? Ben oui. Moi, je l'aime bien. J'ai pas pris position officiellement pour personne. Là, parce que je veux pas. Non, mais c'est parce que je veux pas non plus m'enfermer. Je veux pas me peinturer dans le coin nulle part, mais il y a des affaires. PSPP, il est fin. Je veux dire, il est super bon. Il est prêt, en tout cas. Ça, il nous a démontré ça. Il y a une affaire par semaine qui sort. Il sort 2-3 affaires par semaine. Là, je veux dire, il est dedans au bout. Il est dans une campagne de propositions, lui-là. Son truc, c'est les Autochtones. Écoute, c'est le minimum.
C'était quoi sa ligne, là? On va vous faire quelque chose de mieux que la loi sur les Indiens, là. Regarde. C'est assez il me semble que... Ouais, mais c'est parce que c'est pas difficile non plus, là. La loi sur les Indiens, là, c'est une belle boîte, là. C'est parce que c'est pas tout le monde non plus. Ouais, mais c'est ça, mais pour moi, c'est ça. Si c'est pas une campagne d'idées de ce type-là, puis là, Paul a décidé de commencer tôt, très bien, les autres peut-être vont le faire plus tard, mais il faut qu'on soit minimalement au niveau de là où Paul met la barre actuellement. On peut pas faire une course à la chefferie sur des idées vagues puis des intentions floues, là. On a un contexte où faut qu'on y aille, puis que comme parti, on dise on est prêt à aller explorer des nouvelles idées ou on n'est pas prêt à le faire. Mais si on le fait pas maintenant, il n'y en aura pas de nouvelles chances après, là. Fait que moi, j'encourage, puis là, j'appuie Paul. J'ai décidé ça la dernière semaine parce que c'est là que je pense que je peux encourager à ce qu'on aille plus loin. Mais j'espère que Sylvain Gaudreault, puis j'espère que les autres aussi vont réussir à amener des propositions concrètes, interpellantes, un peu dérangeantes à la table. Mm-hmm. On est là pour ça. Si on le fait pas maintenant, on le fera pas jamais. Et non pas uniquement de la critique. Exact. Non, c'est sûr. Parce qu'en plus, j'ai essayé de regarder un peu c'était quoi les propositions qu'on amenait en fonction d'un électorat qu'on aimerait aller chercher. En tout cas, j'espère que les campagnes ont fait cette adéquation-là, puis que c'est pas juste... on a une stratégie un peu pêle-mêle, puis on pense que c'est juste comme ça qu'on va gagner. Normalement, il faut qu'il y ait une équation entre voici ce que je propose, puis ça va aller chercher les groupes suivants pour assurer ma victoire, ce qu'on appelle grosso modo, si je résume, le chemin électoral. Puis, j'ai été surpris un peu de voir, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, mais parfois j'ai un peu de difficulté à comprendre. PSPP, je trouve que c'est assez clair. Là, il cherche à aller rassembler en dehors de l'électorat péquiste traditionnel, veut, je pense, aller tabler dans ces jeunes millennials ou un petit peu plus vieux, plus dans mon âge, ou qui étaient plus proches de son mouvement orphelin politique. Mais il y a certains candidats où je ne comprends pas la logique, puis peut-être que ce sera une occasion de poser la question à Frédéric Bastien sur la nécessité de tabletter à peu près uniquement sur un électorat traditionnel qui est de plus en plus petit. Peut-être qu'au contraire, c'est une bonne stratégie pour lui. Mais je suis allé voir un peu pour le fun le sondage léger, et il y a quand même des éléments intéressants. Nantel attire apparemment dans toutes les tranches d'âge, autant les plus jeunes que middle age et les personnes plus âgées. Il est dominant dans toutes les tranches d'âge. Il n'a pas de section plus forte que les autres. Au contraire, Gaudreault, lui, clairement, en bas de 54 ans, il attire pas du tout. Et chez l'électorat beaucoup plus vieux, là, il y avait une bonne table à aller chercher. Mais pour les autres candidats, il n'y avait pas assez de données. Et ce qui m'amenait justement à voir vraiment que le sondage léger, les gars, je le relativerais un petit peu. Probablement que... Un peu, oui. Parce que je l'ai épluché, puis c'est pas un sondage de 1000 répondants. Ah, êtes-vous surpris? C'est un 1000 répondants total, mais effectivement, quand tu parles des électeurs péquistes, là, on tombe à pas mal moins de monde que ça. Tu viens de comprendre, parce que oui, il y a sûrement des tendances au niveau peut-être de croissance, majorité un sur l'autre, mais au final, là, dans les intentions de vote, parce que c'est ça qu'on essaye d'évaluer, hein, c'est intention de vote PQ, voici la déclinaison, premier, deuxième, troisième, mais quelqu'un qui a une intention de vote, c'est pas nécessairement un péquiste, c'est peut-être temporaire. Puis en plus, vous le savez, dans les sondages actuels, le PQ, il n'est pas très fort. Fait qu'avoir une évaluation d'une course par intention de vote, c'est pas grave. Puis en plus, au final, ça fait juste 143 personnes sur lesquelles le sondage est basé au PQ, puis 218 au PLQ. C'est pas grave. Puis en plus, il y a un biais web anyway. Côté métaux, là, faut vraiment relativiser. Puis, mais en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a 14,3% des répondants qui ont dit qu'ils étaient potentiellement des électeurs péquistes. En ce moment, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, 14,3%, ça revient à nous dire que, même si c'était représentatif, on est encore loin de très loin du nombre qu'il faut pour gagner même une élection, là. Ah, ça, c'est sûr. Il faut prendre la mesure. C'est pour ça que si on ne fait pas monter ce nombre-là dans un échantillon, même s'il était probabiliste de 1000 personnes,
C'est la démonstration de ce que je disais tantôt. Faut monter ça, sinon ça marche pas. En effet. Du côté du PLQ, les gars, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous a frappé à part l'absence de... Est-ce que c'est juste... Ben oui, moi, je vais vous poser la question. On suit l'actualité, tout le monde, on s'en parle chaque semaine, quasiment tous les jours dans nos discussions privées. C'est-tu moi où on voit rien de public? On est-tu dans notre bulle péquiste? TV, en parle-tu plus? Voyez-vous des reportages, vous, sur la course au PLQ? Il y a des histoires, certainement, qu'on est un peu dans notre bulle, mais moi, je ne suis pas spécialement intéressé par le PLQ, là, je suis obligé d'avouer. Mais des fois, je suis d'accord avec ce que Clément disait plus tôt, là, qu'ils ont peut-être fait le pari qu'il allait se tenir peinard un bout, puis il allait jouer l'alternance, puis à un moment donné, le monde serait tanné de la CAQ, puis il retournerait vers les libéraux. Puis ça a l'air d'être ça, leur stratégie. Ils attendent que la CAQ se barre les pieds quelque part. Mais sinon, on n'entend pas parler, effectivement. C'est pas inintéressant ce que tu dis, Ben. Ça veut peut-être dire qu'eux autres, ils sont en train de faire leur tournée régionale, comme on disait tantôt. Ils rencontrent des petites poches d'électeurs et de militants libéraux, puis ils vont avoir leur course. Fait que finalement, ils parlent pas du tout, dans le fond, à la population générale, ce qui est l'inverse un petit peu de la course péquiste où on essaye d'être de très grand public, on est à LCN, on fait des points de presse, on vise, on dirait qu'on va moins peut-être sur le terrain pour certaines équipes, puis on va plus dans la place publique. Me trompes-tu? Mais tu sais, l'affaire, moi, là-dessus, c'est que moi je partage cette lecture-là, mais je trouve que c'est un témoignage additionnel du fait qu'ils n'ont pas compris encore la nature de la défaite qu'ils ont subie. Puis le fait qu'ils sont totalement absents en dehors des quelques circonscriptions où ils sont. Mm-hmm. S'ils font pas parler d'eux autres pendant 2 ans parce qu'ils estiment que mieux vaut laisser couler l'eau sous les ponts, ils vont trouver que ça va être difficile de retrouver l'attention rendu à la prochaine élection. Puis corrigez-moi les boys, il reste combien de temps pour la course au PQ? C'est un petit peu plus court, eux autres? Au PQ, c'est 19 juin. Ouais. Ça vient vite, ça, là. Ouais. C'est comme maintenant pas mal. Mais là, clairement, les médias sont plus intéressés par le coronavirus que par la course au PLQ. Ça, c'est clair. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire du côté de l'équipe Bastien pour avoir de la visibilité. Pas un petit virus. Du côté... Attends, moi, je veux dire de quoi sur Nantel quand même. Vas-y. C'est que Nantel, là, il va amener du monde. Lui, il a ça de bon, là. On l'a vu, là, regarde, tu nous as parlé tantôt en blague au début, là, l'entrevue des engagés publics avec Nantel a fait beaucoup mieux que d'habitude. C'est notre meilleur épisode ever. Il amène du monde. Puis il amène du monde à s'intéresser à tout ça. Mais je pense qu'il y a de quoi en tout cas, moi, il m'a pas encore démontré qu'il avait compris qu'il faut qu'il soit là pour 10 ans, là. C'est pas une histoire, là, on va se rendre jusqu'à 2022, puis si ça fait pas, je me retournerai faire des spectacles. Là. C'est pas ça, là. Il va falloir qu'il reste là, contre vents et marées, puis le vent, il va y venir d'en face, à l'intérieur même du PQ, des grands bouts, là. Puis il faut qu'il t'offre, là. Il n'y a pas le choix, là. Mais je suis pas sûr qu'il a tout à fait saisi ça, là, lui. C'est certain que c'est bon ce que tu dis parce que effectivement, ça me rappelle beaucoup PKP. C'est des personnages qui individuellement sont très différents, là, mais ils rejoignent un grand public populaire et ils ont vraiment un grand nombre de personnes qui les suivent déjà, qui les connaissent déjà, ils ont une grande notoriété publique. Fait que là, leur défi, ça va être de convertir tous ces adeptes, ou en tout cas les gens qui les suivent, en électeurs. Puis on sait que maintenant, au PQ, on n'a pas besoin d'être membre officiel pour voter. On pourra donner, je pense, 5$, puis on pourra avoir un droit de vote. Donc, j'ai hâte de voir ces chiffres-là. Ben oui. J'ai hâte de voir combien il va y avoir de gens qui vont s'inscrire comme sympathisants pour pouvoir voter pour le chef. Là. J'ai hâte de voir. On fait-tu un pari là-dessus? Vas-y donc. Ben, moi, je dis... Je pense que ce serait un tour de force de dépasser 10 000. Bon, OK. Ça, c'est 20% à peu près. Il y a 50 000 membres à peu près au PQ, là? Ouais, c'est quand même... De rajouter 10 000, là, ça serait quand même pas pire. Bon, effectivement. Ouais. Fait que, grosso modo, des courses intéressantes qu'on va continuer à suivre et ce n'est pas terminé. Et en tout cas, au PLQ, c'est le temps de se réveiller. C'est pas comment. C'est commencé un petit peu, non? C'est commencé un peu, mais ils n'ont pas encore croisé le fer personne. En tout cas. Tu penses que ça va commencer au débat, toi? Peut-être avant un peu, mais en tout cas, on va voir. Faut qu'il y ait du sang, hein? Toi, c'est comme au stade. Pas du sang, non, et Caroline, non. Moi, je pense que pour des débats sanglants, on est mieux de regarder aux États-Unis.
Ils ne sont pas pires, hein? Et Cacophonie. On en parle tout à l'heure. Ouais. Parlant de cacophonie au pays, cette fois, il y a eu les blocus autochtones qui ont secoué la nation. Donc, au cœur d'une crise ferroviaire se trouve une opposition à un projet de gazoduc qui est Coastal GasLink. Et ce gazoduc a été bloqué par un groupe décideurs qui sont des chefs héréditaires Wet'suwet'en. Aidez-moi les boys, là. Wet'suwet'en. Comment tu dis ça? Wet'suwet'en? Wet'suwet'en, on va y aller avec ça. Mais là, il y a des coups de glotte là-dedans. Là. Écoute, c'est plus compliqué que ça. Là. Et tout a démarré quand, je pense, dans une certaine légitimité, puis on pourra en parler tantôt, la GRC est rentrée dans le tas, a arrêté des manifestants dans la communauté de la Colombie-Britannique et ils ont arrêté sur leur propre territoire. Donc là, suite à ça, il y a plusieurs communautés autochtones qui se sont levées pour manifester, qui l'ont fait par appui et ils se sont mis à bloquer des lignes ferroviaires, des ponts, des ports à travers tout le pays. Résultat, c'est que dernièrement, il y a eu à peu près interruption de plusieurs transports de passagers et de marchandises par train. D'ailleurs, vérifiez même aujourd'hui encore, il y a des reprises sur certains couloirs. Des fois, il y a des gens qui reviennent sur les rails, donc il y a des nouvelles annulations. Mais c'est assez complexe. En plus, il y a eu des mises à pied liées à ça chez Via Rail dernièrement. Est-ce qu'on en profite? Il y a des accusations. Est-ce qu'on en profite on profite de la situation pour tout de suite mettre à pied du monde, pour mettre ça sur le dos des communautés autochtones? C'est dans l'espace public. Mais en tout cas, il y a beaucoup eu d'appels envers Justin Trudeau, qui a été appelé à intervenir maintes fois. Au début, il était froid, puis plus en plus, il a tenu un discours qui était plus sérieux, mais on est toujours encore dans les paroles. Donc, il a appelé dernièrement au démantèlement des barricades après de nombreux appels au dialogue. Et on tape mercredi. Pour le moment, il y a encore des manifestants, il y a encore des blocages à travers tout le pays, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique. Et évidemment, les critiques et l'opposition officielle ont fessé sur Trudeau avec un 2x4 en disant qu'il est affaibli par cette crise autochtone. Ben, est-ce que, comme dirait Yves-François Blanchet, t'es-tu pour les Autochtones ou dans l'économie? S'il faut choisir, je vais prendre les Autochtones. Parce que, okay. Écoute, ça n'a pas de sens. L'affaire des... Mais ta question est bonne. Faut-il choisir, premièrement? Là, c'est parce que c'est pas simple comme ça. Là, mais c'est ça qui me sidère dans toute l'affaire. C'est que là, c'est comme si tout d'un coup, on se rendait compte que la situation des Autochtones au Canada, c'est compliqué. Ça me rend fou. T'écoutes les pundits libéraux là, qui sortent et disent « Ouais, mais là, vous savez, oui, la situation avec les Autochtones, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué, ça fait longtemps. Là. Pourquoi qu'on en vient toujours à ça? Les Autochtones, c'est comme si on s'en occupait pas tant qu'ils bloquent après un pont, une voie ferrée. C'est pas mal ça. C'est fait que là, arrêtez de venir nous dire que c'est compliqué, puis parlons-leur, puis entreprenez des dialogues, faites de quoi? Au lieu de nous dire « Ah, mais vous savez, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, puis ça ne l'est pas. Ils sont en tutelle. Ça devrait pas être compliqué. » Clément? Tu sais, moi, c'est pareil. J'ai bien du mal à comprendre comment on se retrouve dans une situation pareille. Non seulement la situation des Autochtones, on la connaît, puis doit-on rappeler qu'il y a encore quelques mois, on parlait à ce micro-là d'un génocide culturel, puis ça semblait être une grande prise de conscience nationale sur le sujet, pas grand-chose qui a bougé depuis. C'est pas d'aujourd'hui non plus qu'il y a un seul rail qui passe d'est en ouest, il est même pas doublé, puis que si il y a un blocage, tout est perdu, tu sais, je veux dire. Puis là, j'entends les chambres de commerce faire les hauts cris, mais je veux dire, dans une business, là, connaître les facteurs de risque, là, ça fait partie des activités, là. Fait que là, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre cette fragilité-là de la chaîne d'approvisionnement au Canada. C'est un petit peu alarmant, en fait. Puis en plus de ça, on connaît ces faiblesses-là de l'économie canadienne, puis on n'a pas de plan. Il y avait personne à Ottawa là, qui avait un plan sur qu'est-ce qui arrivait si n'importe qui, là, autochtone ou pas autochtone, bloquait le rail. Pour vrai, là, il n'y a pas de plan de contingence au Canada pour ça. Moi, je comprends pas cette situation-là. Puis là, ça fait 15 jours, on est à demander aux Autochtones de lever les barricades.
moi, je suis ça peut-être pas là, d'heure en heure, là, mais je pense que je suis relativement attentif. Je comprends pas encore ce qu'on leur a offert pour vrai. On leur demande de se retirer, là, mais on a-tu proposé une table nationale pour parler de leur situation? On a-tu proposé de faire un chantier national pour réfléchir à la manière de développer des projets énergétiques au Canada en 2020 dans un contexte de crise climatique, quand on sait qu'on va devoir passer par des territoires qui sont contestés, puis pas contestés d'hier, contestés depuis des dizaines d'années? Pour moi, cette situation-ci, elle montre pas surtout l'impatience des peuples autochtones, elle montre surtout l'incompétence puis l'absence de leadership des leaders politiques canadiens devant une situation qui n'a pas changé depuis 50 ans, mais pour laquelle on n'est toujours pas prêt. Je comprends pas pourquoi on est là. Je pense qu'on est à un moment où le rendez-vous avec l'histoire que Justin Trudeau a, là, c'est de dire, OK, là, j'ai passé un mandat à plaider la vertu des bonnes affaires. Là, on va s'asseoir, puis on va proposer quelque chose comme un Green New Deal canadien, puis on va redéfinir en même temps nos plans énergétiques, nos relations avec les Premières Nations. On va faire un nouveau deal là-dessus tous ensemble. S'il faut qu'on fasse une modification constitutionnelle, on le fera. Puis on va enfin tourner la page sur quelque chose. Mais autrement, on n'en sortira pas. Ça va être de mois en mois, puis ça va recommencer sous une nouvelle forme. On va pas s'en sortir, puis on va pas dérouler un nouveau rail au Canada en quelques années. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu voulais dire, Ben? Ben, c'est ça. Ils n'ouvriront pas la Constitution pour changer la loi sur les Indiens. Fait que là, c'est vrai que c'est compliqué, la situation avec les Autochtones au Canada. C'est vrai, ils sont en tutelle. Fait que tantôt, ce que je disais, c'est simple, ils sont en tutelle. Fait que ils devraient même pas avoir leur mot à dire. Mais c'est parce que c'est pas ça. On comprend bien que c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ça n'a pas de maudit bon sens que ce soit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mais moi, c'est là que on gère ça? C'est ça. Il faut que tu parles au monde. Là. Tu peux pas juste dire, ah oui, ça va être terrible, on va vous vendre des licornes. Puis là, après ça, dire au monde, ouais, mais vous savez, les licornes... Pas tout à fait. Il était back order. Ouais, ben c'est ça. mais moi, c'est pour ça que là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des politiciens. Ils seront-tu dans une province? Ils seront-tu au gouvernement? Ils seront-tu en marge du gouvernement ou dans l'opposition? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève puis qui dise, dans toute crise, il y a une opportunité pour qui veut l'avoir. Mais il va falloir avoir le courage de dire, dans la situation actuelle, on a peut-être l'opportunité de revoir nos relations historiques avec les Autochtones, puis de revoir notre perspective sur les projets énergétiques au Canada dans les prochaines années. Assoyons-nous, puis réglons ça, puis après ça, on s'attaquera à autre chose. Parce que moi, je trouve ça tellement beau, là, Clément, là, t'as un petit peu de... C'est pas de la naïveté, mais tu sous-entends que ça serait normal qu'on s'occupe des Autochtones. Je trouve ça cute. Puis sais-tu où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai peur. C'est parce que, tu sais, en même temps, le nombre d'Autochtones qu'il y a au pays, je doute que ce soit payant politiquement. Je vais être très cynique, là, mais on va mettre la mission des engagés publics dans un petit tiroir pendant 2 secondes. Mais je doute que ce soit très payant politiquement de s'occuper des Autochtones. Puis j'ai l'impression que si tu t'en vas là-dedans, tu aurais plus à perdre avec certains électorats qu'à en gagner. Il faudrait mais c'est quoi? Oui. C'est quoi? Moi, je pense que sur des sujets qui traînent depuis des décennies, je pense que les gens aujourd'hui au Québec, puis même plus largement, ils verraient pas ça comme du clientélisme pour faire plaisir aux Autochtones. Ils verraient ça comme une démonstration rare de leadership politique. Puis ça, c'est payant. Puis ça, c'est payant. Pour agir là-dedans. Puis c'est pas juste une question payant, c'est pas. Non, mais ce qui est payant, c'est pas de répondre aux besoins ou aux demandes d'une minorité numérique dans un pays. C'est de montrer que toi, tu as le leadership de régler une question qui ne finit plus. Et voilà. De nuire à l'ensemble des autres questions au pays. Fait que c'est ça qu'on veut. Ce qui va être payant, c'est la personne qui va dire, OK, c'est pas parce que numériquement, c'est pas important que c'est pas stratégiquement déterminant. C'est pas une position que j'appuie, mais j'ai l'impression que chez certains
politiciens, c'est le calcul qu'ils font malheureusement. Et ils ont tort, d'après moi. Je pense que tu as totalement raison. Mais là où j'en viens, où je trouve que c'est pas du clientélisme, c'est peut-être aussi une question de rapport de force. Ils sont tellement pas en grand nombre que leur rapport de force est très faible sur le pouvoir politique canadien. Puis c'est rendu et là on va rentrer dans le débat peut-être de la légitimité de la chose, qui entre guillemets, il manifeste, et c'est à la limite du concept de manifestation, parce que là tu es rendu à créer une action qui nuit à toute l'économie canadienne. C'est comme bloquer un pont, c'est comme tu es en plein chemin, dans le chemin de fer, c'est quoi de le dire, en plein dans le chemin. Faut que tu ailles faire un geste extrême pour enfin te créer un rapport de force. C'est quand même triste qu'il a fallu qu'ils se rendent jusque-là pour enfin avoir une voix politique. Ouais, mais oui, je suis complètement d'accord avec ça, mais s'il n'y en a pas de leadership qui se manifeste, là, moi je pense qu'on n'a pas fini que la situation se dégrade, puis je vais te donner un exemple. C'est qu'actuellement, les grands projets énergétiques d'extraction d'énergie fossile, que ce soit gaz naturel par fracturation, que ce soit les sables bitumineux, que ce soit l'acheminement des gaz dits de transition à travers des projets comme GNL Québec et tout, là, c'est tous des projets dont le financement est mis à mal par la transformation de l'économie puis des capitaux qui sont disponibles pour l'investissement dans ce genre de projets monstrueux-là. Puis, actuellement, ces grandes entreprises-là, si on ne fait pas attention, ils vont se servir des Autochtones comme prétexte pour arrêter les projets plutôt que de reconnaître leurs erreurs et leur incapacité de lever du financement. Puis là, les Autochtones, ils vont devenir les boucs émissaires des difficultés économiques qu'on va avoir partout au Canada, et ça, ce serait vraiment, vraiment odieux. Mais ça, va falloir qu'il y ait des politiciens qui s'opposent à ce que ça soit instrumentalisé de cette façon-là. C'est urgent de faire preuve de leadership dans ce dossier-là. Puis en plus, la situation est plus complexe que de la manière dont tu le décris, parce que, si je comprends bien, en plus, pour ce projet précis-là, qui est le gazoduc Coastal GasLink, le tracé passe sur une nation autochtone, sur le terrain d'une nation autochtone. Et dans cette communauté-là, il y a plusieurs groupes hiérarchiques. Il y a 2 grands groupes légitimes, donc des chefs élus et des chefs héréditaires. Et ce que j'en comprends, c'est qu'il y a des chefs élus qui ont approuvé le projet. Fait que c'est encore plus complexe parce que souvent, ce qu'on fait dans notre réalité à nous, notre quotidien, c'est qu'on applique des concepts, entre guillemets, occidentaux, une hiérarchie occidentale qui nous est commune, qu'on connaît, et on applique ça à la réalité, alors que c'est pas le cas. Fait que c'est difficile, en plus, de parler à une communauté qui a différents pivots de pouvoir ou points de pouvoir. J'imagine en plus que, puis je pense que les compagnies doivent le savoir, là, ces grandes entreprises-là doivent jouer un petit peu avec la division des communautés pour mieux faire accepter ou pour mieux passer leurs projets. Donc, il faut vraiment être respectueux, les écouter, essayer de ne pas juger trop rapidement, parce que c'est pas juste, c'est pas très facile, là, c'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de zones grises dans cette situation-là. Et là-dessus, rien d'autre là-dessus, les boys? Non, mais c'est un sujet dont on n'a clairement pas fini de parler, puis pour lequel on a désespérément besoin de leadership. Oui. Il faut parler de ça, il faut régler cette affaire-là. Écoute, ça fait 150 ans qu'on niaise avec ça. Là. Hey, by the way, on peut-tu juste prendre 5 minutes pour se dire, puis tu l'as souligné très clairement, Clément, là, comment ça se fait que le Canada tient juste sur un bout de chemin de fer? Là? Ouais. Tu as utilisé des exemples plutôt cute. Je vais aller plus hard un petit peu, là, mais mettons qu'il y avait une guerre à un moment donné. Là. C'est quoi? L'armée étrangère aurait juste besoin de se couper un bout de chemin de fer, 1 kilomètre de chemin de fer, puis le Canada tomberait en 2. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Ben oui, mais c'est là qu'on est, puis ça a l'air qu'il n'y a personne qui n'a jamais voulu faire preuve de leadership là-dessus. C'est là qu'on est. T'sais. On dépend du transport sur route. Puis, je sais pas. Écoute, comment expliquer ça? C'est inexplicable. Puis pendant ce temps-là, ça fait 20 ans qu'on parle juste de mettre un rail l'autre bord du fleuve, fait qu'avec Montréal, par la rive sud, puis par la rive nord, puis on se demande si c'est encore trop cher. Ouais, je pense qu'on a un élément de réponse ici. Puis autre affaire aussi, si Trudeau, mettons,
tombe dans les prochains mois, vu qu'il est minoritaire, il ne faut pas oublier que le groupe qui risque de le remplacer, c'est les conservateurs, qui sont vraiment contre une réconciliation. En tout cas, ils ont tenu un discours beaucoup plus rigide face à la situation. Donc, il y a une nécessité de leadership, mais l'opposition la plus à même ou prête à prendre le pouvoir, c'est pas Trudeau ou c'est pas les libéraux. C'est quelque chose qui serait, en tout cas, qui mènerait pas vers une réconciliation. Là-dessus, c'est vrai. Quoique, est-ce qu'ils auraient le même discours s'ils étaient plus proches du pouvoir? C'est une autre histoire. Moi, je prendrais quand même l'occasion que tu nous offres là de lever notre chapeau à Yves-François Blanchet, qui est le seul chef à Ottawa qui a été au-dessus de la mêlée et qui a montré à la fois une vision d'État sur la question et une empathie. Je ne parlerai même pas de compassion, une empathie pour la situation autochtone qui est nécessaire à tout dialogue dans les circonstances. Bravo à Yves-François Blanchet. Et on verra peut-être des députés en Ontario du Bloc québécois bientôt, qui sait. Je blague, mais passons maintenant à la réforme scolaire. Il y a d'autres dossiers chauds, les boys. On va passer à ces autres dossiers quand même. Il y a eu une réforme importante qui a secoué tout le monde de l'éducation au Québec dernièrement, avec le projet de loi 40, qui est venu modifier grosso modo la loi sur la gouvernance scolaire, là. C'est pas non officiel, mais pour faire un raccourci, c'est à peu près ça. Et ça a été, cette modification-là, adoptée sous bâillon, encore une fois, avec un bâillon caquiste. La justification qu'on donnait cette fois-ci, c'est qu'on voulait pas perdre de temps parce que là, il y avait une autre élection scolaire qui s'en venait. Donc, on voulait tout de suite faire des modifications pour empêcher la prochaine élection scolaire et aussi réaliser une partie de promesse. Là, je pense que c'était pas, on se cachait pas du côté de la CAQ qu'on voulait faire une réforme scolaire dans ces eaux-là. La réforme va permettre plusieurs choses, entre autres l'abolition des élections scolaires, comme on le disait, et des commissaires également, des commissaires scolaires. Et le gouvernement Legault, là, juste un petit rappel, il est rendu à son 3e projet de loi adopté sous bâillon. Donc, ça fait quand même un petit peu. Clément, est-ce que la CAQ est trop pressée? Trop pressé. Dans ce dossier-là en particulier, trop pressé, je sais pas. Les hauts cris sur les bâillons, j'embarque moyennement là-dedans parce que tous les gouvernements l'ont fait chacun à leur tour, puis ça fait partie de la règle du jeu actuelle. Bon, c'est une nouvelle manière de gouverner un peu. Oui, puis bon, bref, trop pressé, je sais pas, je pense pas, puis je pense pas que la population leur reproche autant que les autres partis veulent bien le faire croire. Par contre, je pense que là où, dans ce projet de loi-là, la CAQ a un peu d'introspection à faire, c'est que je pense qu'ils ont été trop gourmands. C'est une chose de vouloir aller vite, c'est une chose de vouloir profiter d'un projet de loi qui semble répondre à une promesse, puis vouloir en faire un projet quasi omnibus en glissant dedans un paquet d'autres affaires, sans trop le dire, sans trop prendre le temps d'expliquer. On peut même se demander s'ils ont pris le temps d'étudier plusieurs des choses qui étaient là. Fait que moi, je dirais, dans les circonstances, le signal d'alarme pour le gouvernement, c'est pas ralentissez. C'est essayez donc de bien faire ce que vous allez vouloir faire vite, puis ce que vous n'êtes pas prêt à faire, attendez. Je pense que le problème, c'est de vouloir trop en faire trop vite. Ça fait que c'est peut-être ça qui va finir par leur jouer un tour, mais sinon, on est au début encore, on est dans la première moitié d'un gouvernement. Écoute, il aurait pu faire autrement, mais moi, j'en fais pas des cauchemars. Ça a pas l'air de te stresser, finalement. Non, pas en tout. C'est parce que la cause est pas assez importante, tu n'étais pas, mettons, un défenseur des élections scolaires? Non, tu sais, si on n'est que sur les élections scolaires, moi, j'étais pas un grand défenseur des commissions scolaires comme structure. Cela dit, je suis loin d'être sûr que l'alternative qui va être proposée va être meilleure. Je trouve que c'est un débat que ça fait 10 ans qu'on a l'impression de faire au Québec, mais qu'on n'a en fait jamais réellement fait sur la structure scolaire qu'on aimerait avoir. Maintenant, j'avais pas tu sais, depuis 2 ans, là, j'entretenais pas l'illusion que la CAQ allait faire un grand débat sur la question. Pour moi, cette question-là, c'était passablement réglé avec l'élection. Puis peut-être que c'est une part de résignation, mais je pense que là, il y a beaucoup de la population qui voulait tourner la page sur ça puis aller ailleurs. Maintenant, si on passait plein de choses dans ce projet de loi-là en même temps qui reviennent les hanter ou que les parents réalisent dans 6 mois ou dans 1 an
que, oups, là, ça cachait bien d'autres choses. Là, il pourrait s'en mordre les pouces. Mais moi, j'ai des préoccupations sur l'éducation qui me semblent... Je pense qu'on devrait avoir des préoccupations sur l'éducation beaucoup plus fondamentales que la nature des structures scolaires. Exactement, là, ce que je m'en allais aussi. Je pense que c'est un sujet qui s'attaque d'abord aux structures, fait que c'est pour ça qu'il n'y a personne qui est dans la rue, à part les commissaires, malheureusement, eux-mêmes. Là où je me questionne, les boys, puis vous pourrez chipper in, là, comment ça se fait que le gouvernement a fait plusieurs amendements à son propre projet de loi dans quelques jours de différence entre le dépôt et les amendements possibles. Je la catch pas, je veux dire, ça pour moi ça dénote juste que le gouvernement est trop pressé et j'ai comme des relents de l'époque du gouvernement Marois où c'était pas de l'incompétence, mais c'était peut-être un mix de on veut absolument, puis à l'époque il y avait un contexte de gouvernement minoritaire, c'est même pas le cas ici, là. On a un peu plus de temps, là. Je sais que c'est juste 4 ans, puis qu'on veut peut-être des gains, puis qu'on veut réellement agir, puis que les gens aiment ça qu'on agit pour vrai, puis on fait du changement, même si c'est pas parfait, mais on dirait qu'on va absolument le faire le plus vite possible, on a un capital politique à dépenser, il est très haut, on peut faire à peu près ce qu'on veut, c'est le temps d'y aller. Comment ça se fait qu'on remodifie le projet de loi comme si on s'est rendu compte que c'était n'importe quoi? Je suis un peu dubitatif. C'est sûr que ça sent la réalisation de promesses électorales, là. Puis là, mais à part ça, je peux pas beaucoup dissiper tes doutes, là. Parce qu'à un moment donné, ça va comme nourrir. Puis Clément a raison. C'est encore tôt, on est au premier mois, quasiment, on peut dire, même si ça fait plus d'1 an qu'on est au premier mois de ce gouvernement-là. Mais là, moi, je trouve qu'il y a un brand là, qui commence à prendre forme. Là. C'est un gouvernement, oui, nationaliste, qui fait des changements, qui va de l'avant. C'est différent des libéraux, mais pour l'instant... plusieurs erreurs, plusieurs reculs très rapides. On va voir si l'expérience va pogner. Hein. Il y a des gouvernements, c'est très normal. Les départs sont lents, les départs sont difficiles. Puis à un moment donné, l'expérience de la machine rentre dans le corps. Puis à un moment donné, tu vois que c'est plus solide, on a plus d'expérience, on fait plus attention, on évoque les bons mots, les bons gestes. Mais pour l'instant, je suis un petit peu surpris. Ben, tu sais, moi, je résumerais ça en disant que clairement, dans ces 2 journées-là, Jean-François Roberge puis son entourage ont dû avoir très chaud d'avoir peur de l'échapper puis de se ramasser dans une situation comme le PEC. Mais le constat, c'est qu'une semaine après, ils ont changé de chemise puis ils ont continué. Tu sais, il n'y a plus personne qui a chaud. Il n'y a pas eu de conséquences pour l'instant puis ils sont repartis pour un nouveau cycle. Là-dessus, tu as dit quelque chose de très intéressant. Ils ont poussé un grand soupir puis ils vont essayer de faire mieux la prochaine fois. Là-dessus, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit ils vont peut-être s'en mordre les doigts plus tard si les parents se rendent compte de quelque chose. Parce que normalement, quand tu as un projet de loi, surtout par bâillon comme ça, qui est une grande réforme, parce que c'est quand même une réforme on joue dans les structures, puis c'est pas super sexy, mais c'est quand même, ça attaque l'imaginaire, c'est symbolique, ça fait longtemps qu'on en parle de changer, d'abolir les élections scolaires. D'habitude, quand tu as un projet de loi comme ça, on en parle beaucoup avant son passage. Puis dès que la loi est passée, ben dans l'actualité médiatique, ça meurt, puis tu t'en parles plus vraiment. Puis là, ça a été un petit peu différent. On en a parlé beaucoup avant, puis là, oups, là, ça retroussait un petit peu encore après, parce que là, on se ramassait avec les commissaires qui pleuraient à la TV, puis tu voyais l'élément humain, l'impact humain d'une réforme comme ça, qui était un peu... bravo les boys pour la transition, hein, c'était un petit peu... C'était pas très sensible, en tout cas, de mettre le monde dehors du jour au lendemain avec plus rien. C'était quand même quelque chose. Mais je me demande si ça va revenir de temps en temps dans l'actualité, contrairement à la tradition de ces projets de loi-là, qui sont des grandes réformes, parce que ça a de l'impact chez de nombreux fonctionnaires, de nombreuses personnes, puis que justement, comme tu disais après ça, les parents vont peut-être retentir dans plusieurs mois avec les conséquences de la réforme. Le test de ce projet de loi-là, c'est la prochaine rentrée scolaire. Mm-hmm. C'est est-ce que toutes ces nouvelles structures mises à jour de façon synchronisée quelque part début 2020 vont être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins partout au Québec pour les transports scolaires, les affectations de postes, les gestions de conventions collectives, les nouvelles inscriptions. Puis là, il y a des règles qui ont changé en cours de route, c'est les allocations des bassins de clientèle. Là, quand tu es un nouvel arrivant dans une ville, où est-ce que tu vas aller, où est-ce que ton enfant qui rentre en 2e année
va aller. Les règles du jeu ont changé, seront un peu appliquées de la même façon. Il y a un risque d'un très joyeux bordel au mois d'août prochain. Là. Fait que s'ils passent le test, ça va avoir été sans conséquence. Mais ils peuvent aussi se retrouver avec tout qu'un mois d'août à gérer. Je peux pas croire qu'il n'y a pas moyen de trouver une espèce d'entente où, OK, on fait pas peut-être une élection pour rien dans les prochains mois, mais qu'on nous donne un an et demi avant d'appliquer des changements comme ça, des réformes comme ça, puis qu'il y a une transition même avec les anciens commissaires en place. Je peux pas croire qu'il fallait faire ça du jour au lendemain, les mettre dehors du jour au lendemain, puis que c'est tout de suite pour dans quelques mois que les rentrées scolaires, puis que ça impacte la vie des enfants. Ah, mais ça n'aurait pas été dans l'histoire, dans le récit de l'efficacité de ce gouvernement-là, François. C'est contradictoire. Mais ça aurait peut-être été mieux fait, mais enfin. On verra, comme tu dis, on verra à la rentrée scolaire l'impact. Ben, toi, t'étais plutôt silencieux sur la chose. T'avais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus? J'ai pas grand-chose à dire, non. Non, t'as furieusement rien à dire là-dessus. J'ai furieusement rien à dire. L'éducation, ça t'intéresse pas. C'est que ça avait l'air, ça m'intéresse moyen, je suis obligé d'avouer ça. Mais aussi, c'est que ça avait l'air. Moi, je vois juste ça, comme j'ai dit tantôt, que c'est des promesses électorales, puis là, ils essaient d'en régler le plus possible. Mais pourquoi ça t'intéresse pas, by the way? Ça peut être intéressant, puis ça peut rejoindre bien du monde, là. Ben, ça m'intéresse pas. Je pense qu'un peu comme tout le monde, on a suivi ça. Puis là, tout le monde dit les élections, c'est des élections qui servent à rien. Il y a 2% de la population qui vote. Ouais. OK, peut-être que tout ça, c'est vrai. Mais il y a toujours bien des gens qui fournissent, qui gèrent les fournitures scolaires dans les écoles, là, que là, il va falloir trouver quelqu'un qui va faire ça, là, si c'est plus les commissions scolaires. Fait que c'est là ce que Clément disait tantôt, là, quand va venir la vraie affaire, c'est bien le fun de dire on va assouplir les structures, mais c'est parce que faut que la job que ces structures-là faisaient, faut qu'elle se fasse quand même. Donc c'est là qu'on va voir comment ils vont être capables de gérer ça. Sinon, ben, j'ai pas, c'est pas plus que ça, mais mon intervention va s'arrêter là. Mais tu sais, là-dessus, là, le dernier point que je voudrais soulever là-dessus, c'est que si on en est arrivé à tirer la plug sur les commissions scolaires de cette façon-là, je pense que les grands responsables de ça, malheureusement, c'est les commissions scolaires eux-mêmes qui, dans toutes ces années-là, c'est incroyable, n'ont pas réussi à faire valoir leur pertinence dans l'opinion publique. Tu sais, il faut le redire, puis j'ai probablement qu'il y a eu plein de gens qui se sont penchés de bonne foi sur cette question-là, puis qui ont essayé et tout. Reste que l'ADQ parlait d'abolir les commissions scolaires il y a, 15 ans? Il y a longtemps, oui. Puis, pendant tout ce temps-là, les commissions scolaires ont été sur la défensive et n'ont jamais réussi à reprendre le leadership de ce débat-là en expliquant à quoi ils servent, pourquoi c'est important, puis ainsi de suite. C'est un excellent point. À partir du moment où ils se sont montrés d'une telle faiblesse dans l'opinion publique, leur sort était pas mal scellé. Et les gars, parlant de... Oh, checkez bien le lien. Parlant de course peut-être scellée, ou de situation peut-être scellée, on va se faire plaisir, vu qu'on est les trois ensemble, on va parler de politique américaine, piou, piou, piou. Puis on va aller du côté des États-Unis, parce que déjà, peut-être que c'est scellé, après juste 3 primaires dans 3 États différents. C'est du côté démocrate notre ami Bernie Sanders qui mène la course, ou comme l'appelle Denis, Bernard Sanders de son vrai nom, qui mène la course avec une majorité de délégués pour le moment. Il y a Pete Buttigieg qui est pas loin, il cause la surprise en ce moment avec une victoire en Iowa en termes de délégués et une 2e place au New Hampshire. Pendant ce temps-là, Biden, l'ancien vice-président, s'effondre complètement. En ce moment, il mise beaucoup sur la communauté afro-américaine dans les prochaines primaires pour devenir le nouveau comeback kid, pour faire une référence à Clinton. Et dans les médias, depuis que Sanders est rendu le frontrunner, ben les médias, les éditorialistes, tous les pundits de l'establishment démocrate s'expriment véhément, s'expriment clairement haut et fort de cette possibilité de nomination Sanders. On sent la panique. On m'ajoute même que peut-être Pelosi aujourd'hui aurait dit que elle serait très à l'aise avec une éventuelle nomination de Sanders. Donc, Pelosi qui est la... aide-moi Clément, c'est son titre officiel, c'est la... Speaker of the House. Speaker of the House, donc qui est la leader quasiment de facto du Parti démocrate en termes de pouvoir politique, qui appuierait une nomination de Sanders dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ben, on suit ça, on s'en parle quasiment quotidiennement. C'est le temps d'avoir un bon débat là-dessus. Là. Je m'en lave les mains. Parlons de ça.
Si t'es américain, mon Ben, là, voterais-tu pour un communiste, oui? Ben, je trouve ça super le fun que tu mettes ça de même parce que, écoute, si t'écoutes parler, t'en as parlé, là, si t'écoutes les commentateurs américains, autant les démocrates que les républicains, là, on va dire les républicains sensés, c'est comme si les démocrates étaient sur le point de nommer Joseph Staline, Chris, comme chef, là. Je veux dire, c'est un pur délire. Ça n'a pas de bon sens. Et ils nous le présentent comme un communiste. T'sais. Bernie, c'est pas un communiste. Lui, il dit qu'il est socialiste. Là, socialiste démocrate qui dit. Hein? Ben, c'est comme une nuance en plus. Souvent, il ne met pas le démocrate. Puis ma blonde a dit ouais, mais tu sais, s'il dit qu'il est socialiste, c'est parce que c'est ça qui est socialiste. Donc, je suis même pas sûr, moi, qu'il est socialiste, Bernie Sanders. Non, mais il appelle la révolution en plus. Oui, mais c'est parce que la révolution, donner le système de santé universel aux États-Unis, c'est une révolution. Tabarnak. Je veux dire, arrivé en ville, les gars, si bol. Puis tu sais, s'il était au Québec, là, Bernie Sanders, il serait où exactement? Il serait au PLQ. Spectre électoral. Il serait probablement entre le PQ et QS à quelque part, dépendant des jours, tu sais. Ouais. Fait que là, en tout cas, ça n'a comme pas d'allure. Mais là, est-ce que je voterais pour Bernie Sanders? Oh oui, je voterais pour Bernie Sanders. Je voterais pour tous les autres aussi. Mayor Pete, Biden, Bloomberg, n'importe quel. Je voterais pour le candidat démocrate parce que, écoute, ça n'a aucun sens. Pour battre Trump. Pour battre Trump, ouais. Okay. C'est ça, puis c'est malheureusement ça qui arrivera peut-être pas. Là. C'est qu'il va y avoir plein de Bernie or bust, ou Biden or bust, ou Warren or bust, ou Klobuchar or bust. Puis là, tu sais, qu'ils vont rester chez eux ou qu'ils vont tirer à coups de 12 dans le fond de la chaloupe pour être sûr que ça soit pas le candidat démocrate qui gagne. Je veux dire, c'est épouvantable. Vous avez écouté les débats, là? C'est une furie, sérieux. Là. C'est une furie comment ces gens-là se tirent dans le pied. Là. Il n'y aura plus de pied rendu au bout de ces débats-là. Comment? Ben, tu sais, écoute, je suis d'accord avec tout ce que Benoît vient de dire. Sur le plan idéologique, tu ne seras pas surpris de savoir que moi, le discours que je trouve le plus intéressant, au plan théorique, quasiment, je devrais dire, c'est celui de Buttigieg que je suis depuis le début, puis que je trouve qu'il devient meilleur avec le temps. Ses discours sont plus clairs. Il est très habile à expliquer pourquoi il faut sortir de la polarisation, qu'il faut essayer pour le Parti démocrate d'adopter des positions qui vont permettre de rallier des gens un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Il y a une approche pragmatique qui propose des solutions qui marchent, concrètes à court terme, en disant on va bâtir sur des réussites. Sauf que le constat, c'est que, tu sais, j'ai beau écouter les débats, je suis les lendemains, je m'interroge de plus en plus sur la possibilité de faire entendre ce genre de discours-là dans l'environnement médiatique actuel. Tout le monde y donne le crédit de ses positions, mais le résultat, c'est que c'est inexistant. Fait que, puis le Parti démocrate comme institution a pas l'air d'être intéressé à faire émerger une approche comme celle-là. Ils ont l'air de souhaiter quelqu'un comme ça, mais de rien faire pour. Parce que pour que ça marche, il faudrait qu'on commence à avoir des ralliements. Il faudrait qu'ils trouvent un contexte pour montrer que ce discours pragmatique, rassembleur-là, il marche, puis qu'il y a des candidats qui se désistent à son profit ou au profit d'un autre qui a un discours semblable. Sauf qu'aujourd'hui, ben, le constat depuis le début, c'est que il y a personne qui veut lâcher. Puis tout le monde se dit ça va être moi, ou sinon, ben tant pis, ce sera Sanders. Puis ils sont 5 ou 6 à se diviser les votes. Puis j'ai l'impression qu'ils vont pas lâcher. Tu sais, le seul qui a fait les mathématiques de la chose, puis qui a dit « je suis mieux d'abandonner que de rester pour l'intérêt du parti », c'est Andrew Yang. Le seul gars, puis il n'est pas un mathématicien, lui, justement? Ben, c'est un gars qui dit que c'est ça qu'il faut qu'on mette de l'avant. C'est le rationnel, puis qu'on analyse les choses froidement. Ben là, il l'a fait, puis il l'a appliqué sur lui. Puis il doit se désespérer actuellement que d'autres le fassent. Klobuchar, Biden, peut-être Buttigieg aussi. Mais le résultat de tout ça, là, c'est que pour le moment, ben, si Sanders gagne, c'est pas nécessairement parce qu'il a été le meilleur, c'est parce que les autres sont terriblement mauvais, puis qu'ils sont en train d'y paver la voie. Ouais. Puis moi, je vous fais le pari maintenant que, puis là, c'est un pari audacieux à ce stade-ci, mais que s'il n'y a rien qui change après mardi prochain, au Super Tuesday, moi, je fais le pari que Sanders, il peut gagner l'investiture sans même de convention disputée. Parce que même si tout le monde dit que c'est quasiment mathématiquement impossible d'obtenir la majorité des délégués à partir de maintenant,
Moi, je pense qu'il va les obtenir parce que les électeurs, ils vont comprendre que le parti est trop nul, puis que les autres candidats sont trop cons pour s'allier, puis que tout ce qu'ils méritent, c'est d'avoir un candidat qui va polariser les choses contre Trump, puis que ce candidat-là, ça va être Sanders. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que le parti fasse? Est-ce que tu réclames une intervention du parti ou en tout cas un jeu de coulisses en arrière pour que des candidats s'intéressent pour moi, c'est pas une question. Se coordonnent pour se rassembler derrière un seul candidat? C'est pas une question pour moi de jeu de coulisses. T'sais, un parti, là, c'est... Oui, il y a une dimension establishment dans un parti, mais il y a plus que ça. Il y a des débats, il y a des structures, il y a des leaders formels et informels. Puis, tu sais, David Leonard, aujourd'hui, ce qu'il disait dans sa chronique dans le New York Times, dans le New York Times, c'est ça aussi, c'est ils sont où les leaders du Parti démocrate aujourd'hui pour mettre sur la table le genre de calcul qu'on fait là en disant que la situation actuelle a fait gagner personne? Ils sont où les gens qui ont été là dans le passé pas pour démoniser Sanders, pour dire que là, la manière dont ça se passe, on est juste en train de faire la bande-annonce de la campagne de Trump puis qu'on va pas s'en sortir. C'est sûr. Fait que moi, j'appelle pas des interventions occultes puis à des jeux de coulisses puis à influencer en faveur d'un. Je veux pas qu'on influence en faveur de un. Ouais. Je veux qu'on fasse entendre raison à ceux qui l'entendent pas par eux-mêmes. Ben, le seul qui s'est prononcé là, de ceux que tu disais, là, où ils sont où les démocrates qui vont essayer de faire comprendre ça au monde, c'est James Carville. Là. Puis James Carville, c'est un vieux monsieur, là, fait qu'ils l'ont traité de vieux. Ben, je veux dire, lui, c'est pas un gars qui a la langue que je faisais. Là. Pas un gars qui a la langue dans sa poche non plus, mais c'est un des seuls des anciens, on va dire. Là. Lui, c'était un Clinton, puis tout ça, un Clinton Bill. Là. Puis lui, il a essayé de dire, hey, là, revenez, là. C'est bien beau woke, là, mais il n'y a pas juste ça, là. Le vrai monde, lui, il n'est pas woke. Moi, je vous suis pas, là. Dans le fond, vous critiquez, parce que vous pensez que l'intervention de Clément, c'était, puis ce que tu dis de ne pas être woke, donc tu fais référence au militant de Sanders, c'est ça? Ben, pas seulement. C'est que oui, je pense, en fait, moi, je l'aime, Bernie. J'ai pas de problème avec Bernie. Mais c'est vrai que Bernie aussi, va falloir qu'il bâtisse plus large que sa gang de militants purs et durs actuels. Là. Il est pas... Mais c'est lui qui ratisse plus large. Puis c'est lui qui va sortir qui va chercher même des républicains en ce moment dans les sondages. Ben là, tu vois, moi j'ai revu qu'il y avait des gens qui allaient voter Trump, là, si c'était Bernie. Là. Moi, ce que je vois dans les sondages, au contraire, ce qu'on voit, c'est les anciens Obama-Trump voters vont se transformer en Trump-Bernie voters. Ils vont être peut-être à cheval entre les deux. Là. Mais moi, là, juste pour que ce soit clair, moi, je suis pas en train de dire que le parti doit, dans son intérêt, se mettre à travailler contre Bernie. C'est pas ça que je dis. Non. Ce que je dis, c'est que la manière dont la campagne, le tournant que la campagne est en train de prendre, ne sert personne, Bernie non plus. La cacophonie, les Puis là, c'est là que le parti est garant que l'issue, quelle qu'elle soit, y compris Sanders, même si c'était contre les intentions initiales de l'establishment démocrate, ils ont la responsabilité, comme organisation politique, de s'assurer que le candidat qui va être choisi, il va avoir les meilleures chances possibles de se rendre au bout. Puis là, actuellement, il y a clairement quelqu'un qui n'a pas compris ça dans l'équation. Là. En tout cas, puis Ben, on doit avoir un débat, puis c'est la place pour l'avoir sur la place publique. Puis vas-y, si t'es pas d'accord, il n'y a pas de stress. Mais je vais te partir avec ça, OK? Tu parles de Carville, puis je trouve que ça a été comme le symptôme d'un problème politique qu'on a depuis les années 80-90, puis ce que je ramènerais Claude Villeneuve de la machine à perdre. C'est clair. Ça m'évoque aussi la machine à perdre péquiste et au Québec. Je comprends pas comment ça que du monde qui pense encore qu'il faut miser sur un candidat centriste, et je parle pas de position, je parle plus de style ou de manière de se présenter, plutôt que d'aller vers un candidat populiste, parce que c'est un balado, on peut s'acquérir tabarnak. On a déjà essayé ça en 2016 chez les démocrates. Ils sont allés vers... Puis, by the way, tu parlais de woke tantôt. Il n'y avait pas plus woke qu'Hillary Clinton, avec toutes ses positions sur une multitude de définitions démographiques, différences sexuelles, toutes les communautés culturelles, etc. Il n'y a pas plus woke à l'époque que ça. Mais c'était quand même quelqu'un qui était plus centriste, qui avait sa couleur à elle. C'était la candidate de l'establishment. On voulait déranger pas trop. On voulait apporter quelques réformes soft.
Et ça n'a pas marché. J'ai de la misère à comprendre pourquoi, à Trump, à son mouvement, à la situation politique, culturelle, médiatique dans laquelle on est en 2020, on voudrait représenter un genre de candidat centriste. Et je comprends très bien si c'est Pete Buttigieg, il va être très bon. Je lui souhaite la victoire s'il est le candidat officiel là, à la présidence démocrate, sauf que sa position en ce moment, c'est de se ramasser, puis est excellent de côté, aller chercher, bouffer des votes. Mais là, s'il veut se présenter entre Trump et le populisme de Sanders, dans une élection, ça va être tough. C'est pas vrai que c'est un candidat centriste, puis c'est ça que la machine à perdre de la misère à comprendre. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, tu peux t'en sortir pour rassembler, faire voter le plus de gens possible à l'urne avec des positions de réforme tièdes, avec toujours des critiques dans les médias à l'autre candidat, sans jamais rien proposer. En 2020, dans le contexte médiatique où on est, dans l'ère, la mouvance de notre temps qui est le populisme / l'anti-establishment, on est dans une guerre de mobilisation. Une guerre de mobilisation à travers de multiples outils qui passent, entre autres, par un mouvement rassemblant, par des rhétoriques altruistes, l'idée qu'on ne le fait pas juste pour nous, qu'on combat pour les autres, pour des positions qui sont vraiment mobilisantes. Je suis flabbergasté que, tu sais, la meilleure critique à Sanders, là, ça serait l'idée d'un autre mouvement rassembleur avec des grandes réformes qui attaquent de front les problèmes de brand de Bernie. Parce que Bernie, là, il y en a des faiblesses. Puis c'est bien qu'il se fasse critiquer tout de suite parce que Trump, lui, là, il va pas s'empêcher de le critiquer puis d'y rentrer dedans puis de le traiter de communiste à tour de bras. Fait que ça serait possible de monter un vrai mouvement politique très inspirant avec des positions, mais là, tout ce qu'on voit chez les démocrates, pour revenir à ce que Clément disait, c'est des critiques. C'est l'autre est pas bon, l'autre c'est un communiste, l'autre il est pas fin. Puis même Buttigieg hier, il avait l'air fou à essayer de positionner Sanders comme un communiste quand tu le sais qu'au fond, ils ont peut-être 80% des positions qui sont identiques. Moi, ça me dépasse. Écoute, c'est dur d'ajouter quelque chose à ça. Ben, t'es-tu pas d'accord? Y a-t-il quelque chose que tu trouves? Ah non, François, moi là-dessus. Moi, je pense que ça aurait dû être Bernie Sanders la dernière fois en 2016, mais fait que là, la seule chose que j'ai contre Bernie, c'est qu'il est peut-être un tour trop tard. Mais non, mais je le sais pas. Mais moi aussi, je pense que Bernie, il peut être très bon contre Trump, parce que je pense que c'est Andrew Yang hier après le débat qui disait que Sanders, là, tu lui poses une question, puis lui, il va te partir sur ses affaires à lui, il va te dévier ça, lui, puis quand même que Trump, il chantera toutes les bêtises du monde, il va pas l'écouter. Pas qu'il va pas l'écouter, mais c'est qu'il va tout le temps ramener ça à ses affaires. Est-ce que c'est radical de vouloir un salaire minimum qui va permettre au monde de bien vivre? Mm-hmm. Est-ce que c'est radical de vouloir sauver le monde qui sont malades? Tu sais, il est tout le temps là-dessus. Il a l'air d'un vieux bonhomme. Mais c'est une excellente réponse à l'idée d'être radical, en tout cas. Ben voyons. Est-ce que votre santé... Moi, puis je vais venir faire du millage sur ce que Clément disait tantôt. Il faut y voir aussi une opportunité de communication puis de positionnement politique. Est-ce que ta santé, Clément puis Ben, est-ce que votre santé, c'est radical? Ben pas pour moi, c'est pas radical. Votre santé... Est-ce que l'éducation de vos enfants, c'est radical? Mais pas pour moi, c'est pas radical. L'éducation de vos enfants, il y a une maudite belle opportunité en même temps de le virer. Là. Moi, j'aime bien aussi l'observation qu'on commence à voir apparaître de plus en plus. En tout cas, moi, ça tombe dans mon radar de plus en plus dans les derniers jours. C'est que le constat de l'establishment, pas que démocrate, mais des médias aussi, c'est que, ben ma foi, eux autres, ce 20%-là des gens qui tiennent le micro à la télé tous les jours, c'est des gens qui en ont des assurances santé puis qui n'ont pas de misère à payer l'éducation de leurs enfants puis qui vivent dans des quartiers qui ont de l'allure. Fait qu'ils l'ont pas vu venir, le wagon d'appui à Bernie Sanders, mais ils comprennent pas la réalité de ces gens-là. Moi, je pense que c'est une dimension importante de l'affaire. Fait que je vais faire un résumé à la Bernie communiste, là. C'est peut-être simpliste, mais c'est une affaire de classe? C'est une affaire de classe sociale? C'est certainement un peu une affaire de classe. Ah oui, mais là, vous me la mettez trop belle depuis tantôt. Là. On est obligé de parler du monde normal. Là. On n'avait pas parlé encore, ça fait 1 heure, là, mais là... 1 heure après. Le monde normal, là... Aux States, en tout cas. Le monde normal ici aussi, mais je pense que ça s'applique à tout, ça, le monde normal. C'est...
les gens, ce qu'ils veulent, là, c'est peut-être pas des beaux programmes bien organisés, puis tout bien présenté. Des réformes scolaires toutes bien ficelées. Mais tu sais, c'est sûr que ça y prend, ces réformes-là. Il ne faut pas arriver sans programme, sans plan, sans rien. Mais quand vient le temps de voter, là, les gens, ils sont bien plus intéressés à regarder, OK, ce gars-là, est-ce que je peux y faire confiance? Puis c'est pas mal ça que le monde normal va se poser comme question. Après ça, là, des programmes, si c'était le meilleur programme qui gagnait, là, ça serait le PQ qui serait au pouvoir, pas la CAQ. Fait que c'est passé quelque chose. Hein. Tout le monde le disait que le meilleur programme en 2018, c'était le PQ qui l'avait. Puis il n'a pas passé. C'est correct. C'est bien correct. Tant mieux. Le peuple a parlé, puis c'est bien correct de même. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, ils ont vu François Legault, ils ont dit hey, ça fait longtemps qu'il est là, lui. Je pense que je vais le truster, lui. Il doit être correct. Fait que c'est bien le fun, là, les beaux programmes, mais je pense que c'est juste bon pour les tripeux de politique comme nous autres. Mais moi, j'ajouterais une dimension parce que les chances, en tout cas, tu sais, il peut y avoir bien des revirements. Puis rappelons-nous que Bloomberg n'est pas encore sur le bulletin de vote. Ça va commencer mardi dans son cas. Il faut en parler de Bloomberg après. Mais d'un point de vue, là, histoire politique occidentale, là, une élection Trump-Sanders, là, ça serait quelque chose. Ça va être fascinant. Parce ça serait que, le fun, hein? Le débat des deux gars en même temps. Là, ça va parce être que Sanders, dans un débat contre Trump, puis Sanders qui gagne, c'est un changement d'ère politique occidentale aussi grand que la montée des extrêmes de l'arrivée de Trump et du Brexit et tout. Là, c'est comme le pendule qui revient. Là. Mais on est toujours dans un populisme. Puis il y a une déconnexion des élites avec les gens qui vont aux urnes. Il y a une continuité quand même. Bernie et Trump ont beaucoup d'éléments similaires. Ouais, mais là c'est sûr qu'après ça, Trump va avoir à démontrer l'attitude qu'il va avoir. Parce que tu peux avoir le danger qui est arrivé avec le populisme qui a mené à Trump et qui a mené au Brexit. C'est un populisme qui s'est nourri de fausseté puis de demi-vérité puis de remettre en question les choses. Si Bernie Sanders tombe là-dedans puis pousse plus loin, on n'aura pas gagné grand-chose. S'il revient à quelque chose qui s'appuie sur une forme de respect des institutions puis d'une forme de vérité, je pense qu'on pourra dire que c'est le retour du balancier dans un courant de populisme. C'est sûr. Fait que les gars, faut que vous m'expliquiez là. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes attiré par Bloomberg? Est-ce que vous l'appuyez? Est-ce que vous riez de lui? J'ai un peu de misère à suivre votre fascination sur le gars. Expliquez-moi ça. Moi, je le trouve drôle, Bloomberg. Moi, j'aime sa façon de picosser Trump sur Twitter. J'aime ça. Il y a des grosses lacunes, là. Je veux dire, mais là, on le voit. Là. Tu vois, Stop and Frisk, là, c'est la politique qu'il y avait dans le temps qu'il était maire de New York. Là. Ça, c'est sûr que c'était pas cool. Là. On est d'accord. Mais après ça, c'est que pendant des semaines, le seul point négatif qu'on avait à dire de Bloomberg, c'est que c'est un milliardaire. Ouais, je suis désolé, mais ça va prendre plus que ça. Man. Tu peux pas. C'est pas parce qu'il est milliardaire qu'il peut pas être le candidat démocrate. Là. Ça marche pas de même. Mais quand picosse Trump là, sur Twitter, c'est du bonbon. Là. Écoute, quand il a dit « j'ai les moyens de te battre puis je vais le faire », là, c'est sûr que Trump il est venu rouge comme sa cravate là, quand il a lu ça. Là. Écoute, c'est une folie. Là. Mais après ça, je suis vraiment pas sûr. Là. Dans les deux débats où il a participé, là, il n'était pas spécialement bon. Là. Puis dis-toi aussi que même si les démocrates ont un milliardaire de leur côté, les républicains aussi en ont pas mal de leur côté qui vont mettre de l'argent dans les campagnes. Là. Ouais, mais écoute, il vaut quand même 60 milliards, là, dépendant de la semaine. Là. Fait que, il vaut entre 55 puis 60 milliards. Je veux dire, s'il décide là, qu'il va all-in, lui, là, puis qu'il se garde juste 5 milliards, mettons, là, pour ses vieux jours, il est capable d'en torcher un peu. Ouais, puis il a promis que même s'il n'était pas le nominé, il allait mettre de l'argent quand même dans la campagne puis s'impliquer financièrement. Fait que... Ben, il pourrait juste le mettre en charge contre Twitter, puis man, ça serait déjà ça. Moi, c'est un peu ça mon point. C'est indéniable que pour faire sortir Trump de ses gonds, il va falloir jouer sur son terrain. Fait que oui, il faut mettre de l'argent, il faut jouer sur son ego, faut jouer sur les points sensibles, puis de se battre contre un autre milliardaire, ça contribue à ça. Est-ce qu'il y avait besoin d'être candidat, puis est-ce qu'il y a besoin de venir foutre le bordel dans une dynamique
de recherche de candidats qui est trop aussi difficile. Ouais. Puis est-ce qu'il détourne pas l'attention de tout ça? Moi, je suis pas sûr qu'il sert la cause des démocrates actuellement. J'aimerais pas ça qu'il rentre dans ses terres et qu'il ferme sa gueule. Mais je suis pas sûr que c'est en état candidat qu'il rend service tant que ça. Je rêve secrètement qu'il n'ait pas les résultats qu'il veut au Super Tuesday puis qu'il décide de changer de stratégie en cours de route. Ça se peut très bien que ça arrive. Donc, mardi, les gars, c'est le Super Tuesday. C'est comme une dizaine, je pense, ou une quinzaine d'États qui, en même temps, font... Je vais vérifier pendant que... 14. 14 États qui font en même temps qui tiennent leur primaire. Donc, on aura une bonne idée maintenant de la force, de la solidité de l'avance de Sanders dans cette course à la nomination démocrate. Est-ce qu'on joue au jeu des prédictions, les boys? Qu'est-ce qui va se passer? Okay. Puis, quelles seront les alliances? Parce que moi, je suis sûr qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber après. Qui va sortir vainqueur? Et quel sera le jeu des alliances après mardi, donc mercredi, jeudi, vendredi? Benoît? Voulez-vous que je commence, peut-être? Attends, c'est malheureusement, ben là, il y a Steyer qui va... Comment il s'appelle, Steyer? Tu vois, je me pourrais le nommer, fait que tu vois qu'il doit pas être un gros... c'est un milliardaire, lui aussi, apparemment. Steyer, lui, devrait s'en aller. Puis, moi, je déteste pas Amy Klobuchar, mais je pense pas qu'elle va passer au travers du Super Tuesday. Ouais. Biden ne sortira pas du Super Tuesday non plus. Il va pas abandonner le soir même, mais il va abandonner les jours suivants. Tu penses? Ah ouais, toi, tu penses que Biden il va être obligé d'abandonner après le Super Tuesday? Pas sûr de ça. Puis moi, je te dirais que je suis pas sûr que Warren va passer le Super Tuesday non plus. C'est là que ça devient intéressant, là, parce que l'on s'entend qu'il y a beaucoup de militants puis de votes Sanders qui ont... Puis c'est un problème pour Sanders en passant. Là. Donc, il y a des gens très radicaux qui disent « Bon, c'est pas Sanders, on s'en va, on va pas voter. » Sauf que du côté des autres candidats, puis on le voyait dans les sondages des médias, dans les 3 dernières primaires qu'on a eues, il y a il y a une majorité de ces militants-là, de ces activistes-là qui vont dans les primaires, que leur deuxième choix, c'est Sanders. Et là, j'ai hâte de voir le jeu d'alliance qui va se faire quand les têtes vont tomber. Surtout quand on sait que Warren et Sanders, c'est quand même des vases communicants au niveau des visions, au niveau des militants, au niveau des gens qui vont s'activer dans les caucus de primaire. Fait que j'ai hâte de voir si ça va assurer une nomination si Warren quitte et si peut-être que même ce serait intelligent pour Sanders de commencer à regarder qui pourrait être son colistier dans ces nouvelles dynamiques-là passées mardi. Là. Mais ça, c'est l'autre affaire, là, c'est que dans les jeux d'abandon, après le Super Tuesday, surtout qu'ils sont dans. Ils vont tous commencer à réfléchir aussi à c'est quoi les rôles qu'ils peuvent jouer pour la suite, là. Puis ils savent que Sanders va devoir se choisir un colistier, puis qu'en plus de ça, il va devoir, s'il était élu, nommer des officiers éventuellement. Donc là, il y a toute une mécanique aussi là, qui va se mettre en place après mardi qui est intéressante. Mm-hmm. Mais moi, je pense que celui qui va essayer de sauver sa place après le Super Tuesday puis qui pourrait être tenté d'étirer la sauce, c'est Buttigieg. Mm-hmm. Après ça, ben ça se pourrait qu'on se retrouve avec Sanders, Buttigieg puis Bloomberg puis que les autres aient tous quitté. Mm-hmm. On verra. Puis il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, qui est Pref Barack. Je pense que ça va être important de voir aussi comment on va essayer de rallier tout le monde au fil d'arrivée, probablement à la convention, qui aura probablement des grands discours, dont Barack Obama, qui pour l'instant ne s'exprime vraiment pas sur la place publique sur chacun des candidats. Il y a des rumeurs, si on suit Politico, que Obama n'est pas un fan de Bernie Sanders en ce moment, mais je suis pas mal sûr que je peux vous garantir qu'il va l'appuyer de toute manière pour essayer de rassembler tout le monde comme il a fait avec Clinton la dernière fois. Mais tu vois, s'il s'implique pas ou à peine, c'est probablement parce que c'est pas un grand fan de Biden non plus. Pour l'instant, il dit, en tout cas, officiellement, il s'exprime sur personne parce qu'il veut laisser libre cours au choix des électeurs. Mais on a promis qu'il allait pas mal retentir quand le nominé serait choisi. Donc, j'imagine à la convention. On a parlé de qui sera colistier ou colistière. Ouais. Ça pourrait être une femme.
Oh, regarde, je te vois venir tellement que je te vois tellement Non, mais pas que c'est dommage. Ben non, malheureusement, elle pourra pas parce qu'elle aura ne pouvant pas être candidate à la présidentielle parce qu'elle n'aurait pas l'âge. Elle ne pourrait donc pas prendre ma compréhension, là, les experts de la Constitution américaine pourront me reprendre, mais ma compréhension, c'est qu'elle ne pourrait pas exercer le rôle de président advenant l'incapacité de Sanders. Donc, je pense qu'elle ne pourra malheureusement pas être dans les choix. Ouais. Quel dommage, quand même. Faut attendre encore combien de temps, Clément? Ben, l'élection suivante. Donc, ça va assurer un peu d'intérêt à l'élection suivante. Je suis pas surpris que tu connais la réponse. Que tu as calculé déjà. Tout attends impatiemment, il y a une petite note dans ton calendrier. On va aller travailler ensemble à sa campagne, François. Absolument. Puis en attendant... Avec tous tes contacts, François, dans New York, là. Écoute, on pourrait y aller même. En fait, je promets aux auditeurs qui sont encore là de faire une espèce de reportage terrain autour des prochains mois pour aller voir qu'est-ce que ça a de l'air sur le terrain chez les démocrates. Moi, je lance le défi à Denis ici d'avoir une entrevue avec AOC pour les engagés publics. Tu sais bien qu'on va te la donner. À mon avis... Voyons donc. Non, mais... Pas Denis qui va la faire. On va te la donner. Là, ok, j'accepte. On va essayer de battre le score de Nantel. Excellent. D'autres choses là-dessus avant qu'on close ça? Je pense qu'on a fait le tour. Hein? C'est réglé cette affaire. Elle a 30 ans, elle aussi. Qu'est-ce que tu dis? Fait que, elle a 30 ans, elle aussi. Fait que même en 2024, ça sera pas tout à fait. C'est 35, je pense. Ouais, mais là, c'est une question de jour puis de date. Laisse-moi un peu d'illusion, s'il te plaît. Et sur ces belles paroles, c'était notre épisode cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et comme toujours, engagez-vous en visitant notre site web à engagépublic.com. Merci les boys. Merci. À la semaine prochaine. Hey, t'as raison, François. Clément. Vas-y. 13 octobre 89. Fait que probablement que pour novembre 2024, elle va avoir 35 ans. Et voilà, tu vois, On va le mettre il y a à la fin. espoir.